Bonjour tout le monde. On repart une nouvelle semaine. Donc on est mardi le 19. Je fais une petite vidéo YouTube ce matin pour vous aider, vous guider avec les pages 200, ça c'est fait, pardon, 207 à 213 qu'on regarde ce matin. Donc ça devrait pas être très très long. Je fais juste un petit commentaire. Hier, lundi, le 18 mai, c'était la fête des Patriotes. Certains appellent aussi cette fête-là la fête de la Reine. Je dis, ben ok, c'est la fête à qui? C'est-tu la fête des Patriotes ou c'est la fête de la Reine? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient de parler dans les pages précédentes du nationalisme. Donc, à qui on s'identifie? Est-ce qu'on croit plus qu'on est québécois? Est-ce qu'on croit plus qu'on est canadien? Donc, les patriotes, ce sont de fervents gens du Bas-Canada qui vont défendre, qui vont se battre contre les Britanniques. C'est là qu'on va se rendre là, en juin. Donc, on va voir ça. Donc, ces gens-là se sont battus contre l'armée la plus puissante au monde pour essayer d'obtenir ce qu'ils désirent, un petit peu plus d'indépendance, un petit peu plus de reconnaissance. Donc, ça, c'est en 1837-1838, la rébellion des Patriotes. Donc, ceux qui sont plus québécois, on va dire plus fervents québécois, vont fêter cette fête-là, donc et reconnaître le sacrifice que les patriotes ont fait pour la cause, etc. Donc, ces gens-là vont fêter, on va dire que lundi le 18, c'était la fête des patriotes. D'autres gens s'associent plus au Canada, puis au reste du pays. Donc, ces gens-là vont fêter plus la reine. Donc, on va dire que c'était la fête de la reine, lundi le 18 mai. Donc, c'est juste pour vous dire qu'encore aujourd'hui, le nationalisme, il est présent. Cette différence-là entre les anglophones et les francophones, elle existe. Donc, ailleurs au Canada, bien sûr, on ne fête pas la fête des Patriotes là, le 18 mai. C'est la fête de la reine. Mais au Québec, certaines personnes disent que c'est la fête des Patriotes, d'autres vont dire que c'est la fête de la reine, dépendamment de à qui on s'identifie un petit peu plus. Donc, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus parce que c'est clairement dans ce qu'on est en train de voir la dualité, les deux réalités qui existent, la réalité anglophone, la réalité francophone et le nationalisme, c'est-à-dire le sentiment de fierté à qui on s'identifie, etc. Donc, est-ce qu'on est plus canadien ou on est plus québécois? Ce matin, on regarde la guerre anglo-américaine. Donc, on va voir que les Américains ont attaqué le Canada, donc en 1812. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble à l'instant. Donc, je me dirige dans mon cahier d'activité sans plus tarder. Je suis à la page 207 dans mon cahier d'activité. Donc, je vous invite à faire la même chose. On se prend un surligneur. D'ailleurs, la beauté de YouTube, c'est qu'à tout moment, tu peux peser sur pause, tu peux arrêter, tu peux revenir en arrière, etc. Donc, si je vais trop vite, tu pèses sur pause, c'est tout. Si tu as envie de pipi, tu pèses sur pause, c'est tout. OK? Donc, on part. Donc, on dit qu'en 1812, le Bas-Canada et le Haut-Canada sont en état de guerre et envahis par l'armée américaine. Donc, intéressant, le Canada va être envahi par l'armée américaine. Bien sûr, on comprend que l'armée américaine n'a pas vraiment réussi, parce que si l'armée américaine avait réussi, ben aujourd'hui, on ne serait pas des Québécois ou des Canadiens, on serait des Américains. Donc, ils n'ont pas tout à fait réussi, mais ils ont quand même attaqué chez nous. Ça va? Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous, on est toujours une colonie britannique. Le Haut-Canada, le Bas-Canada, ce sont des colonies britanniques, donc dirigées par la Grande-Bretagne. Okay? On n'est pas encore un pays indépendant. Ça viendra bien. Je m'en vais assez bas. Donc, on va dire que les États-Unis essaient d'affaiblir la Grande-Bretagne et s'attaquent à ces colonies du Haut et du Bas-Canada par voie terrestre. Donc, la victoire leur semble certaine puisqu'ils peuvent compter sur 150 000 combattants contre 12 000 pour le Canada. Donc, 150 000 contre 12 000, clairement, il y a un avantage du côté des Américains, qu'on peut aussi appeler les États-Unis. Donc, c'est ça. Mais ça ne se passera pas tout à fait comme prévu. Donc, l'indiscipline et l'incompétence des soldats et des officiers américains causeront leur défaite. Donc, ils n'ont pas très bien fait leur job, disons, les Américains, lors de cette guerre-là.
Je ne pousse pas plus loin cette guerre-là parce que je vous envoie un lien vers une vidéo de Jean-François Gosselin qui a fait une vidéo sur la guerre anglo-américaine. Donc, je ne peux pas faire mieux que ce que lui a fait. Il y a des explications, il y a de la musique, il y a du son, etc., des animations. Donc, c'est là que vous allez avoir vos informations. Aussi, il y a un travail à faire en lien avec cette vidéo-là sur YouTube. Donc, tout ça vous est parvenu par courriel en même temps que le lien YouTube là, que je suis en train de faire. Si tu as des questions, tu m'écris un courriel, on en jase ensemble. Donc, 208, c'est toujours sur la guerre anglo-américaine. On voit le lieu des affrontements. Vous voyez que ça se passe surtout au Canada, les affrontements, donc les petites explosions comme ça. Il y a quand même une guerre ici à Châteauguay qui va être repoussée par Charles Salaberry, ou en tout cas il y a peut-être un nom entre les deux, là, mais c'est Salaberry son nom, donc avec des Canadiens français, mais c'est surtout au Canada que ça va se passer, tout simplement parce que c'est là que c'est le moins peuplé. Okay? Donc pour les États-Unis c'est facile, c'est là que c'est le moins peuplé, c'est là qu'il y a le moins de monde, donc c'est là qu'on va attaquer en premier. C'est ça, mais vous allez voir que ça n'a pas super bien fonctionné. On change de sujet. Je m'en vais à la page 210 parler de la population. Donc, comment ça se passe la population chez nous à ce moment-là. Okay? Donc, on dit que tout le premier paragraphe, on le souligne. Avec l'arrivée des loyalistes et la forte immigration britannique, la population anglophone des deux Canadas augmente rapidement. Les Canadiens français parviennent tout de même à maintenir leur majorité grâce à une très forte natalité. Quant aux Autochtones, leur situation se détériore parce qu'ils sont de moins en moins utiles à l'économie et que leurs terres sont convoitées par les colons. Donc, on dit que les Autochtones, on va les tasser tranquillement pas vite, encore un petit peu plus. Le commerce des fourrures est de moins en moins important, entre autres à cause du blocus de Napoléon. Vous allez voir ça dans le travail que je vous ai demandé de faire. Donc, c'est ça, le commerce des fourrures de moins en moins important, remplacé tranquillement par le commerce du bois. Donc, les Autochtones perdent de leur importance, perdent du territoire. Maintenant, entre anglo et franco, qu'est-ce qui se passe? Les loyalistes, donc c'est ce qu'on dit ici, arrivent des 13 colonies britanniques parce que vous vous souvenez que les 13 colonies sont maintenant devenues les États-Unis. Et là, il y a des gens qui voulaient être loyaux au roi de Grande-Bretagne, donc qui déménagent, qui bougent au nord, donc qui arrivent dans une colonie britannique, soit le Haut ou le Bas-Canada, surtout le Haut-Canada. Puis, il y a aussi une forte immigration britannique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de Britanniques chez nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, qu'est-ce qu'on fait pour se défendre contre ça? On fait des bébés. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça, la revanche des berceaux. Donc, ça va faire en sorte qu'on va être capable de garder une certaine supériorité de la population francophone par rapport aux Anglos. Je m'en vais un petit peu plus bas. Je regarde avec vous le tableau qui est là. Donc, il est intéressant, ce tableau-là. On voit le nombre de franco et d'anglo. Donc, disons que je divise ça ici, que je regarde la partie de gauche. Le Bas-Canada, vous voyez que au départ, on était 94% de francophones. On est en 1840, 75% de francophones. Puis si je regroupais ça avec le Haut-Canada, là, on serait encore moins. Okay? Donc, petit à petit, les francophones perdent de leur importance, perdent de leur proportion. Donc, on est de moins en moins important, on va dire, dans la société. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je fais un parallèle avec aujourd'hui. Donc, on voit 94, 75. Aujourd'hui, les francophones, disons les Québécois ou les Québécois d'origine francophone, on est alentour de un petit 20% de la population du Canada, qui est à peu près à 35-38 millions d'habitants. Donc, on est un petit 20% là, de francophones. Et je vous laisse imaginer que, avec le temps, on ne prévoit pas que cette tendance-là va s'inverser. C'est-à-dire que l'anglais prend de plus en plus de place, puis on est en train de se faire engloutir tranquillement, pas vite. Okay? Je m'en vais un petit peu plus bas, où on parle de l'accroissement de la population dans les deux Canadas.
Donc, on va souligner ces deux paragraphes-là au complet. Donc, l'accroissement de la population francophone du Bas-Canada est essentiellement dû à la forte natalité, on l'a dit. Les familles comptent en moyenne de 6 à 10 enfants. Puis, la population anglophone connaît une nette progression parce qu'il y a plusieurs Britanniques qui viennent s'installer ici parce que, entre autres en Irlande, il y a une famine importante. Donc, les gens vont bouger de là pour essayer de recommencer une vie meilleure et beaucoup choisissent de venir s'installer chez nous au Canada, particulièrement au Haut-Canada, parce que ces gens-là veulent continuer à vivre en anglais, veulent continuer à être protestants dans leur religion, veulent connaître les lois, etc. Donc, c'est surtout au Haut-Canada qu'ils vont aller parce que pour eux, c'est plus facile. Les groupes sociaux maintenant, dans le haut de la page 211, donc, on a une pyramide de la hiérarchie sociale ici, là. Ce sera pas long. Donc, pyramide de la hiérarchie sociale. Je vais y revenir. Je souligne rapidement une phrase ou deux dans le haut, puis après ça, je reviens avec la pyramide de la hiérarchie sociale. Donc, on souligne tout le premier paragraphe. Donc, on dit bien que la majorité de la population du Bas-Canada soit francophone, la société est politiquement et économiquement dominée par les Britanniques. On se fait bosser par les Britanniques. C'est eux qui ont gagné la guerre. Ils se donnent tous les pouvoirs, que ces pouvoirs-là soient économiques ou politiques. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent. Okay? Donc, nous, on est pognés dans le bas de la société avec les emplois moins intéressants, moins payants. Et c'est pas nous qui fait les lois, c'est pas nous qui décidons. Le gouverneur choisit les membres des conseils législatifs et exécutifs, donc ceux qui décident, puis il va les choisir parmi les riches familles bourgeoises d'origine britannique. On se rappelle que si on avait un gouvernement responsable, les gens des conseils exécutifs, conseils législatifs, viendraient de la population, viendraient des élus. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Ils sont nommés par le gouverneur. Okay? Ces gens-là, on les appelle la clique du château. Donc, c'est une petite clique. Ils sont peu nombreux. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent. Et ça frustre, bien sûr, les gens du Bas-Canada, les francophones. Regardez la hiérarchie sociale qu'il y a là. Donc, dans le haut, on a le gouverneur qui est bien sûr d'origine britannique. On a les conseillers, les juges, les officiers militaires qui sont bien sûr britanniques. On a la bourgeoisie d'affaires britannique, donc des gens qui font de l'argent, des commerçants, etc. Je pense à John Molson, entre autres. Molson est un nom que vous connaissez bien. John Molson est un commerçant britannique de cette époque-là qui a fait beaucoup d'affaires dans le domaine brassicole, bien sûr, mais a fait beaucoup d'argent, bien réussi dans le domaine des affaires. Donc, il fait partie de la bourgeoisie d'affaires britannique. Ici, on commence à avoir un petit peu de francophones, donc médecins, des notaires, des avocats. Il y en a quelques-uns qui réussissent à bien se positionner. Il y a les seigneurs et les clergés qui sont là. Puis finalement, il y a les paysans qui forment bien sûr la majorité de la population. C'est ça. Donc, clairement, vous voyez qu'on est dans le bas. Les francophones sont dans le bas de la hiérarchie sociale. Même si on compose la très très grande majorité de la population. On a dit qu'on était à 75% tantôt. Donc, c'est ça. Je tourne à la dernière page pour aujourd'hui, page 212, où on nous parle de l'abolition de l'esclavage. Donc, il y avait de l'esclavage un petit peu en Nouvelle-France, il y en a eu. Je crois que Champlain avait des esclaves. Et ça a toujours été quelque chose de présent, mais c'est pas quelque chose de très très important. Donc oui, il y a des esclaves. C'est pas des esclaves qu'on va traiter à coups de fouette, là, comme on peut voir dans les films. C'est plus des serviteurs, donc des gens qui vont être là pour aider aux tâches domestiques, mais qui sont pas payés. Donc, puis qui sont pas libres non plus. Donc, c'est ça. Mais c'est pas très répandu, il y en a pas beaucoup, ils sont pas très nombreux, donc c'est pas un phénomène super important. Ça reste que c'est un phénomène de société important, l'esclavage. Donc, c'est pour ça qu'on en parle ici. Pardon. Ça, je reprends ça. Je
je m'en vais ici. Donc, on dit qu'en 1833, la Grande-Bretagne proclame la loi de l'abolition de l'esclavage dans ses colonies. Donc, nous sommes une colonie britannique, c'est-à-dire qu'à partir de 1833, il n'y aura plus d'esclavage. L'esclavage sera illégal, donc ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire en sorte qu'en Amérique du Nord, le Canada devient un refuge pour des milliers d'esclaves fuyant les États-Unis. Aux États-Unis, l'esclavage est encore légal en 1833 et il y a beaucoup d'esclaves noirs qui travaillent dans les plantations de coton, plantations de café, canne à sucre, etc., dans le sud des États-Unis particulièrement. Donc c'est ça. Sachant qu'au nord, l'esclavage est devenu illégal, mais plusieurs personnes vont fuir les États-Unis, vont fuir cette condition-là qui est inhumaine pour essayer de se réfugier chez nous. Donc vous avez vu dans un film là, avec Madame Marilyn, je crois, le Freedom Trail, donc des gens qui fuyaient vers le nord par le chemin de fer, entre autres, pour essayer de se rendre ici, se cachaient, bien sûr, parce que si tu es un propriétaire d'esclaves, tu veux pas que ta richesse s'en aille, tu veux continuer à les exploiter. Donc, c'est ça. Donc, fuyez en cachette pour essayer de venir se réfugier chez nous. Il y a des exercices aux pages 212-213. Je vous ai fourni le corrigé de ça déjà. Donc, ça fait le tour pour les petites explications pour ce matin. Travail à remettre. Donc, regardez ça. Vous avez une vidéo à regarder sur YouTube, puis un petit travail à faire. Tout ça est dans le courriel, le même courriel que je vous ai fait parvenir. Donc, on lâche pas. On est le 19 mai, mine de rien, ça avance bien. Il reste un mois, puis c'est complété. Donc, on lâche pas, puis on va l'avoir. Ça va? Merci, bye bye. Et si question, problème, vous me le dites. Si question, problème, on s'en parle, puis vous me communiquez par courriel, puis il n'y a pas de problème. Ça va? Bye bye. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse.